Les princesses, bonjour, et Chodesh Tov. Ah, quel beau mois s'ouvre à nous aujourd'hui. C'est un mois particulier, c'est un mois annonciateur de bonnes nouvelles. Aval, c'est à nous, Bezrat Hashem, de se servir de ce mois de Shvat qui nous enseigne la patience, la émouna, le bitachon à Hashem, de travailler notre intérieur pour qu'il nous amène toujours à la lumière de la vie. Chodesh Tov, les princesses. N'oublions pas un petit mot sur les Shuvavim. Depuis que nous sommes rentrés dans le mois, dans les parachutes de Shemot, Vaïra, Bo, Béchalar, Yitro, Mishpatim, 6 semaines qui correspondent au Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Veyesod, l'homme doit se remettre aux questions. Au niveau de la Gdusha, faire attention à ce qu'on mange, se servir que de Chalav Israël, se limiter dans les tentations, dans la Tzniout, en toutes choses. Et Bezrat Hashem, faire un petit peu de chaque chose et ça nous amènera le Mashiach. Alors j'ai trouvé un enseignement qui m'a beaucoup plu. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Bo. Alors, après les 7 plaies qui se sont déjà abattues sur Paro et les Égyptiens, avant que notre paracha ne débute, pour une révélation de Hachem à Moshe Rabbeinu, en lui demandant 2 choses. De se présenter à nouveau devant Paro pour envoyer les 3 dernières plaies. Mais, alors les 3 dernières plaies, ça va être les sauterelles, la plaie des ténèbres et Maka Bechorot, la mort des premiers-nés. Les 3 dernières plaies, mais aussi d'expliquer au Bné Israël comment se préparer pour enfin sortir du joug de l'esclavage, ce qui permettra enfin la libération des Bné Israël de son asservissement en Égypte. Alors une question est soulevée par de nombreux commentateurs. Le mot utilisé par Hachem pour envoyer Moshe en mission sont étonnants. Hachem dit à Moshe, viens chez Paro, Bo el Paro. Moshe devant se rendre au palais de Pharaon, il aurait été plus juste plus judicieux en tout cas d'utiliser le verbe aller. Pourquoi avoir choisi plutôt le verbe venir? Certains expliquent qu'il y avait ici une allusion pour encourager Moshe Rabbeinu dans sa mission. Ne pas avoir peur de Paro, car la présence divine se trouve partout, même auprès de Paro. D'où l'usage du verbe venir, puisque Dieu se trouve déjà sur place. D'autres diront qu'il y a dans le mot va l'allusion aux 3 plaies qui arrivent dans cette paracha. En effet, le mot bo est composé d'un bet et d'un aleph, ce qui a comme valeur numérique le chiffre 3, les 3 dernières plaies. En utilisant le verbe venir, Akadosh Baruch Hu a voulu enseigner la notion primordiale à Moshe Rabbeinu et à Am Israël tout entier. Alors que Hachem a déjà mis à genoux les Égyptiens par les 7 premières plaies, le rapport de force a totalement changé.
Les Bnei Israël sont en train d'obtenir leur libération. L'imposant Paro se retrouve acculé au pied du mur. Moshe arrive désormais pour donner le dernier coup de massue pour finaliser la chute du grand Paro. D'autant plus que Moshe, ayant eu la révélation, n'agit pas en tant qu'individu, mais en tant que messager d'Hachem, le Tout-Puissant. Moshe connaît déjà la fin de l'histoire et sait donc pertinemment que Paro n'a plus aucun pouvoir. Moshe Rabbeinu aurait pu se permettre de marcher sur le palais royal avec condescendance. Pourquoi donner de l'importance à un homme méprisable, un ennemi du peuple juif, me direz-vous? C'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu utilise le verbe venir, Bo El Paro, pour enseigner à Moshe de venir auprès de Paro avec déférence et respect. Paro reste le patron des lieux. Il est chez lui, mais surtout la puissance d'un homme par rapport à un autre ne doit pas être utilisée pour le rabaisser. Nous lui devons du respect, même si cet individu est notre ennemi. Et maintenant, la petite histoire. Alors écoutez bien. Elle m'a beaucoup plu, j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. Liora a la trentaine. C'est une femme dynamique et agréable, mariée et mère de 2 enfants. Elle est née dans une famille israélienne du cru, au sein d'un kibboutz ashkénaze du nord du pays, totalement éloigné du judaïsme. Il y a quelques années, lui est arrivée une histoire que l'on peut qualifier d'invraisemblable, à la suite de laquelle elle a décidé de prendre une toute autre direction dans sa vie. Alors, Liora vous raconte. J'ai grandi complètement déconnectée de la Torah. Je n'avais jamais entendu parler ni de l'observance de Shabbat, ni même de la cacheroute, ni d'aucune autre mitzvah. Hormis les chansons que nous chantions sur les fruits de Toubishvat ou sur la victoire musclée de Maccabim, j'ignorais absolument tout du judaïsme. Je ne jeûnais même pas à Yom Kippour. Non point que j'eusse quoi que ce soit contre la Torah, mais c'était juste que je n'en avais aucune connaissance. La première fois que Liora entend parler du judaïsme, c'est après son service militaire, lorsqu'elle rencontra celui qui, par la suite, va devenir son mari. Mon mari est d'origine marocaine, raconte-t-elle. Bien que ses parents aient abandonné la pratique à leur arrivée en Israël, son grand-père, lui, en revanche, était un homme très pieux, avait continué d'observer la Torah comme au Maroc, raconte Liora. Lorsque Yoni m'a parlé pour la première fois de son grand-père, il craignit que je ne prenne peur. Mais au contraire, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus. Yoni et Liora décident de rendre visite au vieux grand-père de Yoni. C'était un vendredi soir.
je l'ai vu faire le kidouche. Chose inédite pour moi. Cela a augmenté ma curiosité. J'ai profité de l'occasion pour lui poser toutes sortes de questions. Avec le temps, nous nous sommes mis avec Yoni à respecter plusieurs mitzvot. Par exemple, la cacheroute. Bien que nous étions complètement ignorants des halachot et que nous devions certainement nous en mêler les pinceaux. Aujourd'hui, Liora ajouta en riant. Quelques années plus tard, Yoni et Liora se marient. Une fois mariés, nous avons continué d'observer quelques mitzvot dont nous avions entendu parler par le grand-père de Yoni. J'allumais les nérodes de Shabbat tout en continuant à voir la télévision. Nous mangions des matzot à Pessah, mais gardions du pain dans le congélateur. Bref, la cohérence n'était pas notre point fort, rit-elle. Peu après, Liora tombe enceinte. La grossesse fut très difficile, l'accouchement n'a pas été facile non plus. D'une manière providentielle, raconte Liora, j'ai accouché le jour du premier anniversaire du décès, le Yortzai, du grand-père de Yoni. Se souvient-elle. Je ne peux pas expliquer comment ni pourquoi, mais j'y ai vu un signe du ciel. J'ai eu soudain envie d'observer les lois de Taharat HaMishpacha, les lois de pureté familiale. J'ignorais presque totalement de quoi il en retournait. Le grand-père de Yoni, qui était un homme saint et doté d'une grande finesse de caractère, avait seulement évoqué le sujet par allusion à quelques reprises. Pour moi, il s'agissait surtout d'une masse vaporeuse de restrictions en tout genre. Mais j'éprouvais tant de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu pour m'avoir accordé un bébé et en bonne santé, ainsi qu'envers le grand-père de mon mari pour nous avoir ouvert la voie des mitzvot, que j'ai ressenti le besoin de prendre sur moi cette mitzvah de Taharat HaMishpacha. Oui, mais voilà, comment se renseigner? Bien vite, Liora se rend à l'évidence. Personne de son entourage n'a jamais entendu parler de Taharat HaMishpacha. Et elle ne connaît personne qui la respecte. Mais son attirance pour cette mitzvah était irrésistible. J'étais si désireuse d'en savoir plus que j'ai supplié mon mari de s'adresser à un religieux, n'importe lequel, dans la rue, pour lui demander de lui enseigner les bases de Taharat HaMishpacha. Bien sûr qu'il fut d'accord de les respecter, mais en revanche, il n'était pas prêt de faire une telle chose, arrêter quelqu'un dans la rue. C'est alors que se produit quelque chose que Liora n'hésite pas à qualifier d'incroyable. 2 jours après, j'ai soudain reçu un appel d'un numéro de téléphone que je ne connaissais pas. Croyez-moi, croyez-le ou non, mais à l'autre bout du fil se tenait une rabbinite d'un organisme qui encourage les femmes à respecter les lois
de pureté familiale. Ces femmes remarquables travaillent à l'appui de fichiers aléatoires. Mais pour moi, il ne faisait aucun doute. Dieu me l'avait envoyé pile au bon moment. Émue, Laura poursuit. Au départ, elle ne sut pas comment interpréter ma stupéfaction. Je lui expliquai que je cherchais désespérément depuis plusieurs jours à me renseigner sur les lois de Taharat HaMishpacha, sans savoir à qui m'adresser. Elle eut peine à me croire, tant la providence divine était perceptible. Avec une patience remarquable, la rabbinite à l'autre bout du fil entreprend d'expliquer à Liora, point par point, les détails de cette mitzvah. Plus les jours passaient, plus la rabbinite me dévoilait de choses et plus je réalisais que cette mitzvah était bien loin d'éloigner les époux l'un de l'autre, était au contraire un élixir d'amour. J'étais subjuguée par tant de beauté et de sagesse. Sans hésiter un seul instant, j'ai pris sur moi l'ensemble des lois de Taharat HaMishpacha. Se sentir pur comme un nouveau départ. Et ce fut pour moi l'occasion de prier. Aujourd'hui, à peu près 7-8 ans après, la vie de Yoni et de Liora ont été transformées. Nous le constatons au quotidien. Les lois de pureté familiale ont introduit la bracha, la bénédiction dans notre foyer. C'est comme nous avions ouvert la porte à Akadosh Baruch Hu. J'ai trouvé un excellent travail. Mon mari est épanoui. J'ai donné naissance à une fille il y a 3 ans. Et comme vous le voyez, je dois bientôt accoucher de mon 3e, dit Liora, le sourire aux lèvres. Si je devais ne transmettre qu'un message aux femmes qui me lisent, ce serait de leur dire: n'hésitez pas un seul instant, libérez-vous de vos préjugés et comprenez que les lois d'Akadosh Baruch Hu sont source de bracha, conclut-elle. C'est fabuleux, comme rentrer sous la roupa. Quelle puissance! Chodesh Tov, les princesses!